Au sommaire, ne nous mettez pas en confrontation, a déclaré le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, à la sortie d'une audience lui accordée par la première ministre. Au cours de cette rencontre, le budget judiciaire pour l'exercice 2025 a été déposé. Et puis, début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour les Léopards de la RDC qui vont affronter le CI national de la Guinée-Conakry. Vous suivrez dans ce journal la conférence de presse d'avant-match. C'était là les sommaires, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre, le Conseil supérieur de la magistrature, à travers son président Dieudonné Kamoleta, a déposé les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire exercice 2025 auprès de la première ministre, conformément aux prescrits de l'article 149 de la Constitution. Il a par la même occasion déposé auprès de la chef du gouvernement le PV de la déclaration du Conseil supérieur de la magistrature consécutivement aux allégations du vice-ministre de la Justice auprès du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Le Conseil supérieur de magistrature a fait un plaidoyer en faveur des actions prioritaires du pouvoir judiciaire pour être prises en compte lors de l'examen en commission du projet de loi des finances 2025 dans les deux chambres du Parlement. Patience Lokeke pour plus de détails. C'est dans le cadre de la collaboration utile et nécessaire entre les institutions que le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamoleta, a déposé les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire exercice 2025 à la première ministre Judith Suminwa, conformément à l'article 149 de la Constitution. Nous sommes venus dans le cadre de la collaboration utile et nécessaire entre les institutions. De deux, c'est aussi pour une raison légale. Nous avons amené les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire que nous venons de remettre à la première ministre, comme la loi l'exige. Le président du CCM a remis par la même occasion à la première ministre le PV de la réunion du CCM concernant les allégations du vice-ministre de la Justice. Nous avons laissé juste les PV de notre réunion d'hier. Il s'agit de la justice congolaise. Et nous ne voyons aucune institution congolaise qui n'est pas concernée par la bonne marche de notre pays. Collaborer, nous sommes obligés parce que tous nous appartenons aux institutions du pays. Il n'y a pas de solution miracle ou individuelle. La solution pour la bonne marche de notre pays va passer par la collaboration et la main dans la main de toutes les institutions. En cela, nous allons réussir à faire rayonner la vision du magistrat suprême, le chef de l'État. Sinon qu'après la primature, les présidents de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta et son premier vice-président ont été reçus par les présidents de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Et puis, la première ministre Judith Suminwa a effectué ce mercredi 4 septembre une descente à la prison centrale de Makala. 48 heures après la tentative d'évasion des détenus, la chef du gouvernement a personnellement inspecté les locaux de ce centre pénitentiaire de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur des dégâts. Suivez. Je pense qu'il était important pour moi de venir me rendre compte de la situation actuelle. S'agissant du premier communiqué, comme on l'a dit, les enquêtes sont encore en cours. Il y a une commission qui a été mise en place, les enquêtes sont en cours. Il faut laisser le parquet déterminer ce qu'il en est exactement. Mais pour moi, c'était aussi important de venir voir comment les choses sont en train de se rétablir. J'ai visité quelques pavillons, notamment celui des femmes. J'ai discuté avec elle, il est important, et c'est ce qui est en train de se mettre en place, la prise en charge médicale, mais aussi assurer l'alimentation. Comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais tout le dépôt qui servait de réserve en alimentation a été brûlé. Et donc, raison pour laquelle hier, ça a été un peu difficile de reconstituer l'alimentation pour les prisonniers, mais là, je viens de vérifier, ils ont déjà eu, la cuisine est en plein fonctionnement, donc aujourd'hui, depuis hier, en fait, ils ont eu de l'eau, du pain, mais évidemment, ce n'était pas assez, mais aujourd'hui, ils pourront
Hier, ils ont eu aussi du riz, mais aujourd'hui, ils pourront manger correctement, convenablement. La cuisine est en train de fonctionner et c'était ça qui était important. Maintenant, il faut voir ensuite comment on va continuer le processus de désengorgement. Ça devra se faire le plus rapidement possible en respectant la procédure évidemment et les enquêtes vont continuer. Je pense que la commission que j'avais demandé au VPM intérieur de mettre en place dès que j'ai eu l'information va aussi continuer son travail pour voir les différentes mesures qui sont en train d'être prises. Mais il faut laisser l'enquête suivre son cours. La guéguerre entre le ministre d'État en charge de la justice et les magistrats est bien visible. Réagissant aux événements survenus dans la prison centrale de Makala, le vice-ministre de la Justice avait pointé du doigt les magistrats congolais, les accusant d'être à la base de la surpopulation carcérale et il a instruit l'arrêt des transferts des détenus à la prison. Une instruction qui a été rejetée par le Conseil supérieur de la magistrature qui estime que l'arrestation est une réponse légale et appropriée à la criminalité. Maître Gauthier Moussiana, interrogé par la rédaction de Géopolis à ce sujet, estime que l'instruction du ministère de la Justice est contraire à la loi. Rachel Missenga. En réponse aux événements survenus à la prison centrale de Makala, le ministre de la Justice a précédemment ordonné l'arrêt de transfert des détenus non condamnés vers la prison centrale de Makala et la prison militaire d'Indolo. Cependant, cette instruction a été rejetée par le Conseil supérieur de la magistrature lors d'une réunion tenue ce mercredi à la Cour constitutionnelle. Réagissant à ce sujet, Maître Gauthier Moussiana a confirmé que l'arrestation est une réponse légale et appropriée face à l'augmentation de la criminalité à Kinshasa et que ne pas appréhender les suspects constituerait une violation flagrante de la loi. La loi dit lorsqu'il y a indice de culpabilité. Voyez-vous? Et c'est le magistrat qui instruit, qui s'est fait une conviction qu'il y a indice de culpabilité ou non. Nulle part la loi a prévu un avis. En fait, il y a des choses ou des pratiques contre les gammes qui sont en train d'être érigées dans la justice congolaise et qui la fragilisent davantage. Lorsqu'on parle d'un avis, on a tiré ça d'où? Quelle est la loi pénale qui prévoit qu'aujourd'hui, pour envoyer quelqu'un en prison, on doit avoir l'avis pour que quelqu'un soit transféré à Makala? C'est l'avis de qui? On va obtenir l'avis de qui? Du magistrat ou du ministre? Ou du premier président ou du procureur général? Il n'y a pas d'avis à obtenir de qui que ce soit. Ce ne sont pas des pratiques qui sont prévues par là, ni dans les us, ni dans les coutumes, moins encore dans la loi. La loi pénale est de stricte interprétation. Vous ne pouvez pas triturer ou créer des choses. Et c'est ça même qui met à mal le fonctionnement des magistrats. Vous entendrez dire, la hiérarchie a dit. Je me soumets à la volonté de la hiérarchie. Mais quand vous lisez la loi ne vous dit pas la hiérarchie. C'est les magistrats qui instruisent les dossiers qui se fait une conviction d'arrêter ou de ne pas arrêter, de mettre en détention ou de ne pas mettre en détention. Soulignons que le bureau du Conseil supérieur de la magistrature de la RDC a appelé les magistrats à poursuivre les arrestations et à continuer d'exercer leurs fonctions conformément à la loi, malgré les récentes directives du ministère de la Justice restreignant les transferts des détenus. La situation reste tendue alors que les autorités judiciaires et gouvernementales divergent sur les mesures à prendre pour éviter de nouveaux incidents et améliorer les conditions carcérales. Voilà, pour parler de toutes ces questions autour de l'évasion à la prison centrale de Makala, nous avons un invité ce soir. Il s'agit de Maître Moïse Pika, avocat juriste et avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Madame Roman. Je suis très content de votre invitation. Alors, nous parlons de la tentative d'évasion dans la prison centrale de Makala avec 129 morts. Et cet événement vient d'exhumer le conflit entre le pouvoir exécutif et judiciaire. Le vice-ministre de la Justice a accusé les magistrats d'être à la base de la surpopulation carcérale. Dites-nous un peu, les magistrats ont-ils une part de responsabilité dans la surpopulation à la prison centrale de Makala? Alors, c'est pour poser la question, à qui revient la responsabilité quant à cette surpopulation que l'on retrouve à la prison centrale de Makala? Merci beaucoup, madame. D'abord, je voudrais rappeler que les magistrats ne sont pas responsables de tous les actes ou les comportements infractionnels des justiciables. C'est-à-dire que lorsqu'un justiciable, une personne commet des faits qualifiés d'infraction, il doit, n'est-ce pas,
être interpellé par la justice congolaise, notre justice donc. Alors, lorsque vous êtes interpellé par la justice, c'est une procédure qui commence. Les magistrats vous invitent ou vous convoquent pour instruction du dossier. Alors, lorsqu'ils estiment qu'ils peuvent vous garder encore, il peut toutefois vous envoyer dans un endroit où lui peut estimer qu'il peut vous garder. Donc, ça peut être la prison ou encore les cachots au niveau des parquets. Alors, je reconnais au vice-ministre de la Justice la liberté d'expression comme tout autre citoyen congolais, moi également, vous également. Mais je ne dirais pas totalement que la responsabilité devait revenir aux magistrats. Parce que les magistrats ne se limitent qu'à faire le travail des magistrats instructeurs. C'est plutôt au gouvernement, parce que c'est depuis des décennies que nous avons une seule prison centrale dans la ville capitale de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Alors que le gouvernement, depuis des décennies, on ne nous a jamais construit d'autres prisons centrales, d'autres prisons pour, n'est-ce pas, transférer les détenus. Donc, je ne dirais pas que totalement les magistrats ont cette responsabilité-là de la surpopulation des détenus au niveau de la prison centrale de Makala. Parce que le magistrat, lui, ne s'arrête qu'à faire son travail. Bon, il est vice-ministre de la Justice. Moi, j'espère qu'en tant que membre du gouvernement, il lui appartient de déposer un projet, comme le ministre Constant Moutamba l'a déjà annoncé, de déposer un projet de construction d'autres prisons au niveau de la ville capitale de Kinshasa. Cela va permettre aux magistrats de ne pas seulement envoyer ou transférer les détenus à la prison centrale de Makala. Voilà. Justement, parlant de cette surpopulation, il faut rappeler que la prison de Makala a été construite pour 1500 personnes, mais elle reçoit aujourd'hui plus de 15 000 personnes. Qu'est-ce qui explique l'indifférence des autorités face à cette question? Cette indifférence est justifiée par la mauvaise foi ou la manque de la bonne volonté politique. C'est-à-dire que chez nous, en Afrique, je prends ça de manière générale et puis je vais revenir au Congo. En Afrique, particulièrement au Congo, les dirigeants n'ont jamais exprimé la volonté politique de bien construire le pays. Parce que lorsque nous parlons de la prison, de la construction de la prison, ça fait partie, je m'excuse, ça fait partie de la construction des infrastructures. Vous voyez? Mais lorsque nous avons des gouvernements qui ont passé, nous avons depuis que cette prison a été construite, vous allez remarquer avec moi qu'il y a plusieurs gouvernements qui sont passés. Mobutu est passé, bon j'enlève Mobutu parce que Mobutu fit à cette époque-là où la prison était construite, mais Mouzé Laurent Désiré Kabila est passé, le président Honoré Joseph Kabila est passé, on n'a jamais construit d'autres prisons. Aujourd'hui, nous avons le président Tshisekedi avec le ministre Moutamba qui est en train de voir comment construire une autre prison. Donc, moi je pense que cela est justifié par le manque de la volonté politique des dirigeants qui sont passés de bien vouloir construire les pays ou construire les infrastructures dans notre pays. Parce que ça doit entrer dans le cadre de la construction des infrastructures. Voilà. Alors, est-ce que l'exécutif a le pouvoir d'interdire, parce qu'on l'a suivi, le vice-ministre de la Justice avait interdit d'envoyer des prisonniers à la prison centrale de Makala. Mais est-ce que l'exécutif a le pouvoir d'interdire aux magistrats d'envoyer les détenus dans des prisons? Cette question m'envoie de soulever une théorie qu'on appelle la théorie ou le principe de la séparation des pouvoirs. Nous en avons trois. Nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir exécutif et nous avons le pouvoir judiciaire tel qu'il est élaboré en 1748 par Montesquieu, qui définit d'ailleurs la séparation des pouvoirs comme étant une séparation des fonctions, n'est-ce pas? Oui. Une séparation des fonctions pour limiter l'arbitraire, aussi empêcher les dégâts ou les abus dans l'exercice de ces fonctions. Autrement dit, c'est vrai, ici, lorsqu'on parle de la séparation des pouvoirs, ce ne sont pas les organes qui sont séparés. Par exemple, lorsque je parle des organes, je vois les gouvernements, les parlements, ce sont là les organes. Mais ici, ce qui est séparé plutôt, c'est les fonctions ou la mission. C'est-à-dire que chaque organe, chaque pouvoir judiciaire, législatif et exécutif, chaque pouvoir a au moins une mission ou des fonctions à remplir. Alors, parce qu'il y a séparation des pouvoirs d'un côté, il y a aussi de l'autre côté la théorie de la collaboration au niveau des organes qui constituent donc le pouvoir. Donc, je peux dire que le ministre de la Justice ne peut pas interdire, vous voyez, il ne peut pas interdire dans le sens de la séparation des pouvoirs, mais le ministre de la Justice ou le vice-ministre de la Justice, parce qu'il est membre du gouvernement, qu'il soit ministre ou vice-ministre,
lui doit au moins se rassurer que le pays ou encore la capitale, parce que nous sommes à la capitale n'a pas seulement qu'une seule prison. Parce que si la capitale n'a qu'une seule prison de Makala, disons tout ce que nous pouvons dire, je vous dis, on continuera à chanter la même chanson, rien ne changera. Pourquoi? Parce que nous n'en avons qu'une seule prison qui a été construite, comme tu venais de le dire, pour 1500 personnes, 1500 détenus. Aujourd'hui, cette prison centrale de Makala a au-delà de 15 000, voire même 16 à 17 000, donc au-delà. C'est-à-dire que le ministre, au-delà d'interdire, doit plutôt se rassurer que le pays n'a pas seulement qu'une seule prison. Alors, s'il faut maintenant aller dans le sens de la théorie, de la collaboration des organes du pouvoir, j'espère qu'entre eux, c'est-à-dire entre les pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs, il y a une certaine collaboration qui peut faire en sorte que lorsque, par exemple, le ministre de la Justice constate que la prison, notre prison de Makala est remplie, il peut prendre des mesures provisoires. Vous voyez? Il peut prendre des mesures provisoires parce que ce ne sont pas, je dois les rappeler en tant qu'avocat, comme vous venez de me présenter, je dois les rappeler que cette mesure-là n'est pas une mesure définitive. C'est une mesure provisoire en attendant d'autres solutions à côté. Mais je me dis que les magistrats seront toujours obligés d'envoyer les détenus à la prison. Parce que pendant tout ce temps ici, ils vont arrêter, n'est-ce pas? Ils vont arrêter les personnes qui commettraient des faits infractionnels. Ils vont les auditionner. Parfois, ils vont aussi les retenir pendant quelques jours. Ils seront donc, à fin de compte, obligés d'envoyer les détenus à la prison centrale. Donc, c'est une mesure provisoire que le ministre de la Justice, d'un côté, ne peut pas prendre parce qu'il y a un principe de séparation des pouvoirs, mais de l'autre côté, il peut aussi instruire à ce que les magistrats n'envoient plus les détenus à la prison centrale sur base de la surpopulation, tout simplement parce qu'il y a de l'autre côté la théorie de la collaboration des organes du pouvoir. Voilà, j'aimerais revenir quand même en ce qui concerne la responsabilité, parce que nous avons suivi pendant la visite du ministre de la Justice à la prison de Makala, il y a quand même des prisonniers qui ont déclaré qu'ils ont passé plus de 10 ans, 25 ans en prison sans procès. Mais comment expliquer cela? Parce que vous dites que la responsabilité revient aussi à l'État, mais vous ne trouvez pas que les magistrats aussi ont aussi une part à jouer par rapport à cela? Certainement. Bon, lorsqu'on dit sans procès, c'est-à-dire un dossier qui ne s'arrête, qui ne se limite que devant les magistrats instructeurs. Parce que pour qu'il y ait procès, les magistrats doivent fixer les dossiers, doivent demander à ce que votre dossier soit fixé dans un tribunal compétent. Mais lorsque, moi aussi je le reconnais, qu'au niveau de la prison centrale de Makala, je m'excuse, il y a des détenus qui ont passé beaucoup des années, alors qu'ils n'ont même pas commis des faits graves, parfois des faits bénins, des faits inutiles, mais ils se retrouvent à la prison de centrale de Makala, et puis ils sont là pendant longtemps, sans procès, comme vous venez de le dire, sans avoir que son dossier soit, son affaire soit, n'est-ce pas, devant un juge. Ça, nous condamnons. Nous condamnons et je dénonce. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'avocat, je ne peux pas accepter à ce que mon client, par exemple, qui soit arrêté par un magistrat instructeur, et puis qui reste à la prison pendant des années, sans être jugé, sans être condamné. Et aujourd'hui, voilà les dégâts qui viennent de se commettre. Donc, au niveau de la responsabilité, je dirais oui, certainement, nous pouvons dire qu'à ce niveau-là, les magistrats instructeurs, je parle des magistrats instructeurs, je ne parle pas de tous les magistrats. Exactement. Les magistrats instructeurs ont certainement une part de responsabilité. Parce que lorsque vous avez instruit un dossier et que vous estimez que ce dossier soit transmis, soit fixé à un tribunal compétent, vous devez obligatoirement, selon les dispositions de la loi, fixer ces dossiers. Mais lorsque vous voyez que ces dossiers dans lesquels vous avez instruit et qu'il n'y a pas, des éléments de preuve, ou encore c'est un fait bénin, vous pouvez faire payer au justiciable des amendes transactionnelles et lui laisser partir. Mais lorsque vous détenez quelqu'un à la prison pendant des années, ça, vous en êtes aussi responsable. Donc, quelque part, les magistrats ont la responsabilité. Mais aussi les ministres de la justice, les gouvernements. Bon, lorsque j'ai dit les ministres de la justice, je parle bel et bien du gouvernement. Aussi, le gouvernement a une part de responsabilité. Pourquoi? Parce que le gouvernement doit toujours veiller. Vous voyez, un gouvernement responsable
doit toujours veiller, parce que c'est son rôle. Le rôle de tout gouvernement, c'est de s'assurer que les citoyens, ces citoyens, sont en train de vivre en bonne et due forme. Donc, le gouvernement, de l'autre côté, doit aussi veiller à ce que les dossiers ou les personnes qui sont détenues à la prison centrale de Makala sont bel et bien des personnes qui soit doivent attendre la condamnation ou encore entendre leur dossier être jugé. Donc, quelque part, les maçons sont responsables, mais beaucoup plus les gouvernements. Voilà, mais on comprend quand même que les responsabilités restent sont partagées. Voilà, pour finir, au regard de tout mettre sur cette question de la surpopulation, quelle peut être la solution durable? La solution durable n'est qu'une, c'est la construction de nouvelles prisons. Okay. Ça, c'est la solution durable. Tant que nous n'aurons qu'une seule prison, ici à Kinshasa, d'ailleurs on n'en a pas beaucoup, à Kinshasa nous en avons qu'une prison, la prison de Centrale de Makala, aussi dans les provinces. J'ai vu le ministre Constant Moutamba qui est en province pour les mêmes missions, c'est-à-dire le désengorgement. Donc, on peut désengorger aujourd'hui, mais si demain les magistrats continuent à envoyer les détenus, donc la prison sera toujours surpeuplée. La seule solution, et la solution durable, c'est celle de construire des prisons modernes. Pas comme celle-là, parce que celle-là est une prison déjà archaïque. Hein? Vous voyez, les conditions ne sont pas bonnes, les prisonniers dorment par terre, les prisonniers ne suivent pas les informations. Or, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, vous pouvez être en prison, mais vous avez votre poste télévisé devant pour suivre les informations et aussi être connecté. Donc, on doit nous construire des prisons, mais des prisons modernes. Okay. Voilà, merci à vous, maître, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame, pour votre invitation. Voilà, poursuivons avec l'actualité. Au Nord Kivu, la société civile dénonce la violation du cessez-le-feu des combats. Ont opposé mercredi les volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés Wazalendo et rebelles du M23, sur plusieurs collines surplombant la cité de Bweremana dans le territoire de Massissi. Selon la société civile locale, les Wazalendo ont repoussé les rebelles du M23 qui voulaient déborder de leur position initiale. Une accalmie relative est observée à Bweremana et ses environs après des échanges de tirs qui ont duré plusieurs dizaines de minutes. Patrick Ilunga nous en dit plus. Selon la société civile, depuis mardi, le cessez-le-feu a été rompu. Des combats ont été signalés à Kibirizi dans le territoire de Rutshuru. Ils ont opposé les Wazalendo et les M23. Les sources locales avancent un bilan provisoire d'au moins 3 morts et plusieurs blessés dans les rangs du M23. Les témoins affirment aussi que les rebelles du M23 ont attaqué les Wazalendo au quartier Kanyansi. Des coups de balle ont été entendus et la population s'est enfermée dans des maisons. Cette situation inquiète la population qui demande au gouvernement et à la communauté internationale de venir en aide aux civils en détresse. Il est plus qu'urgent de demander au M23 de quitter le sol congolais, a indiqué Chirac Mafula, président du Parlement des jeunes de Bwito. Ces combats reprennent sur les différentes lignes dans les territoires de Massissi et Rutshuru, alors que le gouvernement congolais et rwandais ont convenu d'un cessez-le-feu sous la médiation de l'Angola depuis environ un mois. Cette mesure est entrée en vigueur à la fin de la trêve humanitaire décrétée sur demande des États-Unis d'Amérique afin de permettre aux déplacés de retourner dans leurs milieux respectifs et aux humanitaires de pouvoir acheminer de l'aide en faveur de ces déplacés. Une brève dans ce journal, le premier lot des vaccins constitué de près de 100 000 doses est arrivé ce jeudi 5 septembre à Kinshasa. Le deuxième lot est attendu déjà pour ce 7. Le ministre de la Santé qui a réceptionné ce lot encourage la population à soutenir la campagne de vaccination et à continuer de respecter les mesures sanitaires. Et puis toujours dans le même chapitre, le vaccin n'est pas une solution miracle pour contenir l'épidémie de Mpox. Il faudrait pour le gouvernement reprendre aux besoins primaires des personnes déplacées selon les Médecins sans frontières. Le point dans ce dossier signé dans Moumata. Dans les camps des déplacés de Kanyaruchi-Nyabouimba, la situation liée à l'épidémie de Mpox n'est pas encore alarmante, mais une tendance inquiétante se dessine. Chaque semaine, les nombres de cas semblent en hausse, laissant craindre une aggravation de la situation sanitaire. Dans cette région, le Nord Kivu, dans l'est de l'RDC, on n'a pas encore enregistré beaucoup de cas.
On voit une petite augmentation toutes les semaines. La semaine passée, c'était 6 cas dans l'interrégion, cette semaine 23. Mais en fait, on n'a pas enregistré de cas sévères ou des cas compliqués. Les déplacés, dont les enfants sont particulièrement touchés par la pox, reçoivent des soins dans une clinique mobile mise en place par le Médecins sans frontières. Pourtant, malgré ces efforts, les conditions de vie dans les camps sont précaires. Les familles se plaignent régulièrement du manque de savon, d'eau et des seaux, des éléments essentiels pour maintenir une hygiène minimale. Nous faisons de notre mieux pour garder nos enfants propres, mais sans savon ni eau en quantité suffisante, il est presque impossible de maintenir une bonne hygiène. Cela nous inquiète beaucoup, surtout avec la maladie qui se propage. Les personnels de Médecins sans frontières confirment ces difficultés. Selon eux, la promiscuité et le manque d'hygiène sont des facteurs majeurs qui favorisent l'expansion de la pox dans le camp. À cela, il faut ajouter les violences sexuelles fréquentes dans ces sites. They live directly on lava soil. They don't have access to clean water, insufficiency, and many people live very closely together under plastic sheeting. When a population so big live in these conditions and we know that there is a virus, the transmission will be easy. La lutte contre la pox est rendue également compliquée par d'autres facteurs tels que les désintéressements apparents des pays occidentaux qui semblent moins concernés par cette épidémie. La narrative dominante sur journaux, médias, où le Mpox est vu comme une menace très grande pour les pays non endémiques, à savoir l'Europe et les autres pays à ressources élevées. Ça risque vraiment de réduire l'attention et la décision pour les actions qu'on est en train de faire. Donc c'est ici qu'on a besoin de la solidarité, des ressources et des vaccins. Toutefois, le Médecins sans frontières appelle en priorité le gouvernement local à écouter et à répondre aux besoins essentiels des réfugiés, notamment en matière de déserts en eau et d'hygiène. Selon le Médecins sans frontières, répondre à ces besoins simples est crucial pour contenir efficacement la propagation de la pox et améliorer les conditions de vie des déplacés. Autre chose à présent, au moment où les autorités congolaises planchent pour un partenariat encore plus bénéfique entre la Chine et la RDC, les provinces ne sont pas en reste. Autant une délégation de la ville de Kinshasa a fait le déplacement à Pékin pour attirer les investisseurs dans la capitale congolaise, autant dans le Kasaï central, un cri de cœur est lancé au gouvernement central et au président de la République de ne pas oublier Kananga. Dans cette ville où plusieurs travaux ont été lancés, ils sont plusieurs, ceux qui en appellent à leur aboutissement heureux, à l'exemple de Sosten Kambidi, le député élu de Kazumba, qui a été interrogé par Francine Moukeba et Giscard Tamba. Le plus grand défi de la province, c'est que nous arrivions, nous dirigeants, à la désenclaver. C'est le plus grand défi qu'on a. C'est vrai, on va vous dire, bon, chacun a une lecture que je respecte. Quelqu'un va vous dire le plus grand défi, c'est faut assainir la ville, il faut lutter contre les ravins, tout ça. Mais pour faire tout ce travail, il faut l'argent. À partir du moment où la province est dans l'incapacité de mobiliser des ressources, notamment financières, c'est difficile de le faire. Donc je crois, à mon humble avis, que le plus grand défi, c'est que nous, dirigeants, nous fassions tout pour que d'ici à la fin de notre mandat, nous puissions désenclaver la province. Et quand on aura désenclavé la province, les restes des choses vont se faire. Je demande au chef de l'État et au gouvernement de la République d'avoir leurs yeux sur la province du Kasaï central. Nous sommes enclavés. On n'a pas de moyens. Le gouverneur est arrivé, il n'a rien trouvé comme recette. Alors il faudrait qu'au niveau de Kinshasa, que la rétrocession vienne régulièrement pour permettre au gouverneur de travailler. Le chef de l'État, qui a été massivement voté dans cette province, il a obtenu pas moins de 98%, devrait faire un effort pour que la route Kalamambouji soit cette fois-ci une réalité. Les gens demeurent dubitatifs dans cette province au regard de beaucoup de promesses qui ont été faites qui n'ont jamais été réalisées. Vous avez l'affaire Chit Katende, qui aujourd'hui demeure une histoire. Pourtant, c'est une réalité. Mais c'est une histoire. Donc nous ne voulons pas que la route Kalamambouji devienne encore comme l'affaire Chit Katende. Nous voulons vraiment que le gouvernement central mette à profit ce qui a été tiré dans 6 communes pour nous permettre d'avoir cette route. C'est à l'issue de cette route seulement
que si 2 ans, 3 ans, vous revenez dans cette province, vous verrez que la province a changé. Mais si on ne fait rien au niveau de cette route, dans 5 ans, quand vous reviendrez, peut-être que vous ne trouverez pas la ville parce que vous voyez, avec tout ce qu'il y a comme ravin, on n'a pas moins de 200 ravins sur cette ville. Donc la ville de Ghana ne va pas exister. Nous serons tous obligés de rentrer dans nos villages. Donc nous implorons le chef de l'État et le gouvernement de la République qu'on ne nous fasse pas ce qu'on nous a fait. On avait déjà lancé les travaux de cette route en 2022. Le chef de l'État était ici. On a lancé les travaux de cette route. Rien n'a été fait. Nous ne voulons pas que ce qui a été fait puisse ressembler à ce qui a été fait il y a quelques années. Donc nous comptons beaucoup sur l'accompagnement du gouvernement de la République pour que cette route, Kana-Kalamambouge, soit réalisée. C'est seulement avec cette route que le reste des choses peuvent suivre. Je l'avais dit au sommaire, les Léopards de la RDC vont débuter la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations à Maroc 2025 ce vendredi 6 septembre au Stade Martyrs face au Syli national de la Guinée-Conakry. Une conférence de presse d'avant-match a été organisée par la CAF cet après-midi dans la salle de conférence du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Blaise Kouzola a témoin de l'événement. Les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent la Guinée-Conakry ce vendredi 6 septembre 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le sélectionneur du Syli national Charles Paki a affiché sa détermination lors de la conférence de presse d'avant-match ce jeudi 5 septembre. On n'arrive pas ici la fleur au fusil en se disant qu'on va tout faire. Voilà, c'est très difficile de jouer ici. Il y a un collectif en face qui est très très fort, un entraîneur que je connais très très bien et même personnellement, on habite à 20 km en France, que je respecte beaucoup et que je salue. Donc bien évidemment, la RDC est une très grosse équipe, les dernières performances à la CAN, ailleurs, historiquement aussi, bien évidemment. Pour répondre aussi, oui, monsieur Lapé Bongoura m'a parlé de certains matchs, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui on regarde devant, on ne regarde pas derrière. Voilà, on regarde devant, on se prépare pour faire au mieux. Bien évidemment, historiquement, c'est difficile de venir faire un résultat au Congo, dans un stade et un contexte qui va être difficile, avec du public, tout ça, mais on est là, on va essayer de se défendre et de rendre fier notre peuple. À son tour, le sélectionneur congolais Sébastien Desabre a souligné l'importance de cette rencontre face au Syli national. On connaît la qualité. La Guinée aujourd'hui, c'est une très bonne équipe en Afrique avec de très bons joueurs au même titre que la RD Congo. Et demain, ça va être un très bon match d'un bon niveau africain où on espère qu'on pourra donner un bon spectacle, les deux équipes au stade des Martyrs, aux supporters. À nos supporters. Après, les matchs, on les joue pas. Alors craindre des équipes, non. Comme nous, on craint pas la Guinée, comme la Guinée ne craint pas la RD Congo. C'est les rapports de force qui vont s'installer demain. Chacun prépare son match de manière professionnelle, avec des idées en fonction de ce qu'on a fait. Nous, on est dans la continuité de ce qu'on a fait. On a l'habitude de se concentrer beaucoup plus sur nous que sur l'adversaire, parce qu'on sait qu'on a des joueurs. Si on est connecté et qu'on arrive à les faire bien jouer ensemble, on a des forces. Pour rappel, la RDC a battu le Syli national de la Guinée il n'y a pas longtemps lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi de ces matchs est prévu à 17h heure de Kinshasa et 18h à l'est du pays. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Faisons place à la page internationale. Le président chinois Xi Jinping a promis ce jeudi 5 septembre 2024 d'accorder plus de 50 milliards de dollars sur 3 ans aux pays africains et de créer 1 million d'emplois sur le continent, alors qu'il est déjà accusé d'avoir enfermé certains pays africains dans un piège de dette. L'Empire du Milieu s'est engagé à servir plus de financement au continent en mettant l'accent sur l'industrie, l'agriculture et les infrastructures. Francine Noukeba. Le président chinois Xi Jinping a promis ce jeudi 5 septembre 2024 d'accorder plus de 50 milliards de dollars pour 3 ans aux pays africains et de créer 1 million d'emplois sur les continents.
Dans les 3 prochaines années, les gouvernements chinois avaient apporté un soutien financier à hauteur de 360 milliards de yuans, soit 50,7 milliards de dollars, a-t-il annoncé lors de la cérémonie d'ouverture de la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine qui se tient jusqu'à vendredi à Pékin, en présence d'une 50aine de dirigeants africains. La Chine est prête à approfondir sa coopération avec les pays africains dans l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, les commerces et les investissements, a ajouté le chef de l'État, indiquant que les nouveaux engagements de Pékin aideront à créer au moins 1 million d'emplois en Afrique. Le dirigeant chinois a également indiqué que son pays est prêt à approfondir sa coopération, estimant que Chine-Afrique connaissent leur meilleure période de l'histoire. La Chine est le premier partenaire commercial du continent africain depuis 2008. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 166,3 milliards de dollars en 2023, selon des données publiées par l'administration générale de la douane chinoise. L'Empire du Mali a également accordé 1306 prêts d'une valeur globale de 182,28 milliards de dollars à 29 gouvernements africains et 7 institutions financières régionales entre 2000 et 2023, d'après le Global Development Policy Center, un think tank rattaché à l'Université de Boston aux États-Unis. Ces prêts ont permis de financer de nombreux projets d'infrastructure, mais ont soulevé des inquiétudes quant à la hausse de l'endettement de plusieurs pays du continent. Et puis détenu à 70% par le Canadien Thor Exploration, le projet Douata est un actif sur lequel compte le Sénégal pour augmenter sa production d'or. À long terme, il héberge 1,78 million d'onces d'or et son propriétaire travaille pour améliorer cette estimation. Toujours avec Francine Moukeba. Au Sénégal, Thor d'exploitation a identifié cette année plusieurs minéralisations à haute teneur en or sur les prospects Makossa, est de son projet Orifère Ndouta. Dans un communiqué publié le 4 septembre, la compagnie canadienne précise que ces résultats de forage s'inscrivent dans une stratégie d'augmentation des ressources minérales de son projet de 1,78 million d'onces d'or. Les programmes de forage à circulation inverse a notamment permis d'identifier des teneurs allant de 1,20 g de tonnes d'or à 1,90 g de tonnes d'or à des profondeurs inférieures à 50 mètres. Cette faible profondeur en fait une zone idéale pour commencer l'exploitation minière à ciel ouvert en cas de construction d'une mine d'or en Douta. Une fois ces résultats compilés et complètement analysés, notons que la compagnie compte publier d'ici la fin de l'année une estimation mise à jour des ressources minérales du projet. Cette actualisation sera utilisée pour finaliser une étude de faisabilité en cours et qui devrait fournir des détails sur la capacité de production d'Ndouta ainsi que l'investissement nécessaire pour concrétiser ses potentiels. Rappelons que le développement d'une mine en Ndouta favoriserait une hausse significative de la production d'or du Sénégal qui dépend actuellement de 2 mines industrielles, Sabodala, Massawa et Mako. En 2022, cette production industrielle a atteint 15 tonnes, générant 540 milliards de francs CFA, qui équivaut à 912 millions de dollars de revenus d'exploitation. Une autre façon de vous informer, mesdames, messieurs, c'est avec les journaux qui ont paru aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Faisons place à la revue de presse. Bonsoir. Commençons avec cette information d'Info 27 qui titre « Tentative d'évasion à Makala, le Conseil supérieur de la magistrature contre-attaque après les accusations du vice-ministre de la Justice ». Face aux accusations du vice-ministre de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature a fermement rejeté toute responsabilité dans la tentative d'évasion à la prison de Makala. Le CSM défend la légitimité des détentions préventives justifiées par la situation sécuritaire à Kinshasa et met en garde contre toute remise en cause du pouvoir des magistrats. Selon l'institution, affaiblir leur rôle risquerait de compromettre l'état de droit et d'encourager l'anarchie. Le Conseil supérieur de la magistrature
magistrature souligne enfin l'importance d'un dialogue constructif avec le ministère pour gérer les enjeux de la justice. Pour la prospérité, elle écrit que les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion dans la prison centrale de Makala, construite en 1957 pour une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. La prison centrale de Makala, avec l'augmentation exponentielle démographique et l'accroissement de la criminalité, est aujourd'hui débordée. Pour le Conseil supérieur de la magistrature, la solution appropriée pour résorber cette surpopulation carcérale tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et des maisons d'arrêt et l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que sur celle portant sur le régime pénitentiaire. Autre chose, à présent avec la référence plus écrit en ces termes, production des cartes d'identité nationale biométrique, le DG de l'ONIP annonce l'annulation du contrat avec Afritech pour des raisons d'allégation d'irrégularité financière. Après une longue attente des cartes d'identité nationale biométrique, Richard Ilunga, directeur général de l'Office national d'identification de la population ONIP, vient d'annoncer que le contrat de 1,2 milliard de dollars pour la production de ces cartes a été annulé depuis le 12 août dernier en raison d'allégations d'irrégularité financière. À en croire le DG de l'ONIP, ce contrat est annulé à la suite d'une réunion de représentants du gouvernement congolais et c'est des entreprises qui devaient exécuter ces projets, notamment la société française de biométrie IDEMIA et un intermédiaire dénommé Afritech. Cette nouvelle rime avec les observations faites par l'inspection générale des finances sur ces projets, écrit le journal. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Voilà, ce journal touche à sa fin, mesdames, messieurs, mais d'abord, le rappel de titre. Ne nous mettez pas en confrontation, a déclaré le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, à la sortie d'une audience lui accordée par la première ministre. Au cours de cette rencontre, le budget judiciaire pour l'exercice 2025 a été déposé. Et puis, depuis le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour les Léopards de la RDC qui vont affronter le Syli national de la Guinée-Conakry, vous avez suivi dans ce journal la conférence de presse d'avant-match. Voilà, c'était tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir et surtout, portez-vous bien.